Les intervenants, moi-même, je me suis déjà présenté, Yannick Collet, qui est co-responsable de la commission femmes à la FH, Maryse Diem, co-responsable de la commission femmes à la FH, le docteur Michel Després, hématologue au centre de Strasbourg, le docteur Roselyne Doiron, hématologue au centre du Kremlin-Bicêtre, et enfin Amanda Bock, qui nous fait le plaisir et qui est d'être là et qui est directrice de l'EHC. Alors, le sommaire, il est simple, hein. Il va y avoir un film qui est présenté, qui avait été réalisé par le HC, et ensuite un débat où nous essayons de répondre à vos questions. Avant de passer ce film, je voudrais faire un peu très rapide rétrospective. En 1996, quand j'ai été élu président, j'avais tenu à ce que soit constituée une commission famille qui était présidée à l'époque par Daniel Ségué, qui était très active à l'époque. Je voulais qu'on puisse recueillir la parole des femmes et des familles, des fratries, et parler notamment de la culpabilité qui est toujours très présente dans l'hémophilie. Il fallait que les femmes aussi et les familles s'engagent, qu'il y ait de l'information, de la formation, et qu'on parle des problématiques particulières en dehors de directement de l'hémophilie. On a eu de très nombreuses réunions à travers la France où je me déplaçais avec Daniel Séguier pour présenter cette commission. Et il faut noter, lorsque je suis arrivé à la FH, il n'y avait jamais eu de femme au conseil d'administration, ce que je trouvais un manque. C'était le privilège des hommes, c'était une association d'hommes à cause de la pathologie, mais ça a été corrigé et l'apport des femmes dans la FH a été véritablement un tournant et ça a ouvert nos esprits. Et puis par la suite, ça a été plus naturel puisqu'on s'est ouvert aux pathologies autres, c'est-à-dire le Willebrand et les autres déficits plaquettaires. Et puis est arrivé 2005. 2005, c'était le cinquantenaire de l'AFH. Et là, j'ai voulu consacrer ce cinquantenaire en particulier aux femmes. Et j'avais fait un discours dont j'étais très étonné d'ailleurs qu'on retrouve la trace que vous avez vue tout à l'heure, dans lequel je voulais rendre hommage aux femmes, à leur engagement et surtout aux mères d'hémophiles qui effectivement nous avaient donné la vie, mais également nous avaient donné le goût de vivre. Et je voulais rendre hommage et qu'on leur donne un profond respect et une affection pour ce qu'elles avaient pu endurer quand on souffrait, parce que j'ai toujours pensé que la douleur est pratiquement égale pour la femme qui a dû contempler la douleur de son fils que pour celui qui souffrait lui-même. Voilà. Aujourd'hui, la problématique, elle est un peu différente. Ça n'est plus le problème de culpabilité, encore qu'il soit toujours présent. Les femmes conductrices sont souvent ignorées et leur problème de santé est souvent tu. On n'en parle pas, ou plutôt, on n'en parlait pas. Elles supportent alors la double peine, celle de la culpabilité et celle de la négation de leur état. Il y a des femmes conductrices, bien sûr, mais il y a aussi, bien entendu, la maladie de Willebrand, ou alors les femmes touchées par un dysfonctionnement plaquettaire. Dans la pratique que spastique, elles consultent un médecin généraliste ou leur gynécologue pour des règles trop abondantes ou trop longues, mais les généralistes, bien souvent, sont peu ou pas du tout informés. On voit donc que le problème du diagnostic est fondamental. En réalité, la plus grande partie des femmes concernées par ces dysfonctionnements de la coagulation ne sont pas diagnostiquées. Aussi, beaucoup de ces femmes vivent avec une anomalie chronique, une anémie chronique sans être prise en charge. Il n'est pas rare qu'une femme conductrice ait un taux de facteur aux alentours de 50%. N'est-elle pas alors hémophile mineure, puisqu'on le considère pour les hommes? Elle doit donc avoir un traitement similaire aux autres hémophiles mineurs. Et pourtant, c'est souvent ignoré. On peut d'ailleurs comprendre l'ignorance des femmes s'il n'y a pas eu de précédent dans la famille ou s'il n'y a pas eu le souvenir qu'il y avait un cas d'hémophilie. On voit donc que cela pose un problème évidemment de la formation, de l'information des médecins,
mais aussi le problème de l'information des femmes concernées qui doivent savoir où s'orienter. Il y a aussi le corollaire qui est l'annonce du diagnostic. Comment expliquer les conséquences, les traitements, la vie d'une jeune fille avec des traitements hormonaux parfois pesants, le désir d'enfant. À l'évidence, sans une prise de conscience large et partagée, il demeurera une différence dans l'accès des traitements entre les hommes et les femmes. C'est aussi la fonction de la commission famille, la commission femmes, pardon. La communication entre les femmes est plus facile. La libération de la parole peut se faire. Qui peut mieux parler, qui peut mieux qu'une femme parler à une autre femme? Ensemble, on est plus fort. Et les femmes ont toute leur place dans l'Association française des hémophiles et l'on doit entendre leurs problématiques. Vous savez qu'on est parfois, et vous le verrez dans le film, c'est évoqué, on soupçonne parfois des violences conjugales lorsqu'une femme est sujette à de nombreux hématomes. Ça me rappelle que dans ma jeunesse, il n'était pas rare non plus que l'on soupçonne les parents de mauvais traitements avant qu'on diagnostique l'hémophilie de leur enfant. Il faut évidemment que cela cesse. Enfin, il faudra parler des traitements actuels et futurs. Les avancées, par exemple, que l'on connaît dans l'hémophilie, vont-elles bénéficier aux femmes? Tous ces sujets sont abordés dans le film que vous allez voir. Il faut remercier les femmes qui témoignent dans ce film. Elles ont eu beaucoup de courage. Je voudrais aussi saluer évidemment les représentantes de la commission femmes qui sont là aussi pour répondre à nos questions. Alors, maintenant, on donne... Alors, peut-être que je vais présenter les intervenants. Il y a, alors je le fais dans l'ordre où je n'ai plus la slide, mais je vais le faire dans l'ordre où je l'ai sur mon papier. Dominique Desprez, qui est médecin du Centre de compétences des troubles de l'hémostase à Strasbourg. Le docteur Roselyne Boiron, qui est médecin au Centre de traitement du Kremlin-Bicêtre. Yannick Collet et Marine Dienne, qui sont de la commission femmes, co-responsables de la commission femmes, et Amanda Bock, auquel je vais laisser la parole, qui est membre du EHC. Alors maintenant, la parole est à Amanda Bock. Merci beaucoup, Monsieur Henry. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je tiens à remercier chaleureusement la FH de m'avoir invité à vous rejoindre cette soirée. Et je tiens aussi à vous féliciter pour le grand succès connu lors de votre congrès ces derniers 15 jours. L'EHC est ravi d'avoir pu produire ce documentaire qui met en lumière les histoires des femmes qui restaient trop longtemps méconnues. Nous sommes vraiment redevables à toutes les femmes qui ont partagé leurs expériences avec nous dans ce film. Elles ont fait preuve d'une grande générosité. Je vous souhaite un bon film et je serai là avec vous lors de cette soirée et je resterai jusqu'à la fin pour le débat par la suite. Merci beaucoup. Alors, donc, on va présenter maintenant le film. Émilie va mettre le film et nous répondrons à vos questions. On va essayer de les trier, de les prendre par chat, si vous pouvez le faire pendant le film, pour qu'on puisse donner la parole, pour qu'on puisse vous donner la parole. Alors, Émilie. When I had my first period, I was bleeding a lot. Have bruises, a lot of them.
Jag opererades, så skrapades bakom polyp bakom näsan när jag var 6 år och blödde i flera dagar. Jättemycket blåmärken och näsblod. I was already having a period for a week, and it was weekend and it was getting worse and worse. They told me, oh, this is normal, it's the beginning, very irregular. At night, when I changed the second time a bed because everything was under the blood, I passed out. My younger son is diagnosed with hemophilia severe type. Mina föräldrar sökte naturligtvis vård varje gång och fick ju höra att det berodde på massa andra saker. Tjejer kunde inte vara sjuka, det var väl förmodligen därför som man inte ens tittade på det. No sentido que tem que tomar fator antes, durante ou depois de algum incidente, alguma intervenção, nem que seja a nível dentário, nem que seja retirar um sinal. O estado psicológico também comanda muito. Tem dias que não faz diferença e tem outros dias que nos afeta. Não penso todos os dias, mas é uma coisinha que está aqui dentro, que não me condiciona o dia a dia, mas que se calhar emocionalmente existe ali e ali está ali guardadinho. E os dias que estamos mais sensíveis, mais tristes e pensativos por causa da doença nos limitar. What is a bleeding disorder? Well, if you cut yourself, you bleed, of course. You have a system in your body to stop the bleed. A clot will be formed, and if that's not going well, then you have a bleeding tendency, and this wound won't heal fast, and you have prolonged bleeding. Or maybe it stops a short while and then it starts bleeding again. And that's not normal, unless it's a very large cut. And if there's a coagulation disorder, then it's not going well and you have bleeding problems in daily life. For example, easy bruising, nosebleeds, heavy menstrual bleeding, bleeding in surgery, by the dentist, for example, after tooth extraction, doesn't stop bleeding or bleeds excessively. Those are symptoms of patients who have a bleeding disorder. That is to say, well, there's too many women out there who live in a reality where they're commonly faced with inadequate support. As these women have a bleeding disorder, of course they have challenge each month with their menses. We don't treat, we don't speak, we don't support the women with this rare disease. It's about how the society is actually looking at women and looking at women's health issues. It is a common mistake to consider them to affect only male patients. I think it's been an excellent and very well attended roundtable focusing on rare bleeding disorders and women. I was delighted to see that we had 5 MEPs that came along and contributed very positively to the meeting. For me, the key messages were, firstly, that there's definitely an unmet need for women with bleeding disorders. There is somewhat of a misconception out there that haemophilia and bleeding disorders affect only men. That is not the case. Classic haemophilia A or haemophilia B in its severe form is almost entirely a male condition. It is rare to find females with severe haemophilia A or haemophilia B. I think the focus has been on men in the past for a number of reasons. Firstly, they present more typically with more dramatic symptoms and indeed problems that are life-threatening. I mean, there's no denying that people with haemophilia present very early on in life with a very classic clinical picture which is easy to identify, and furthermore, if you don't treat them, bluntly put, these people die. Women who are carriers of haemophilia really should be effectively referred to as people with mild haemophilia. They're no different from men with mild haemophilia. Men have the disease, men have haemophilia, they have impressive bleeding tendencies, but the women are a carrier of this disease, and on average they have 50% activity of the clotting factor, which haemophilia patients miss. And this 50% clotting factor is half of normal. Some carriers of haemophilia are unlucky and have even lower values of
factor 8 or factor 9, and they do have a bleeding tendency. And also the women who are around 50%. So if you have a clotting factor level below 60% or so, you will experience bleeding problems in daily life. Eu sangro muito pelas gengivas durante a noite. Estou limitada no fundo, embora eu conheça as pessoas, mas não gosto muito de mostrar porque de manhã a boca está horrível, muito sangue mesmo, e daí senti-me um pouco não me sentir muito à vontade, estar a partilhar com outra pessoa e estar nesta condição. Em casa, no dia a dia também, com o meu marido, sim. Tento sair da cama logo quando acordo de manhã, tentar lavar a boca para ele não me ver assim, porque torna-se desagradável. Kod Bele premda se to više ispoljava krvarenjem iz nosa. Kad su promjene vremena, nadmorske visine, passei por momentos muito diferentes. Há momentos em que eu estou bem, não tenho hemorragias e tenho que aproveitar ao máximo esses momentos, e depois há momentos em que me surge algum problema, um problema que se calhar uma pessoa normal se resolveria de uma forma mais simples. A minha é sempre tudo um bocadinho mais complicado. E o último que tive demorou quase um ano a resolver-se, que teve a ver com um distúrbio hormonal, com algumas consequências ao nível intestinal, hemorragia. It's known that those bleeding disorders that occur as often in women as in men give rise to more problems in women because of the menstruation, so lower quality of life and decreased social participation due to the heavy menstrual bleeding. So maybe you can't go to school or to your work because of your periods, and tired because of constant anemia due to heavy menstrual bleeding, and of course the risks in having birth and losing a lot of blood, and then in the worst case even dying during childbirth. Žene nosioci su generalno apsolutno neprepoznatljive u jednoj priči o hemofiliji. Zašto? Broj žena nosioca je ogroman, vrlo veliki. Broj pacijenata sa hemofilijom pa puta, to nauka kaže, puta 4 je broj nosioca, žena nosioca. 30% tih žena su simptomatski hemofiličke, to znači da oni imaju neke blage oblike krvarenja. Te žene krvare i imaju problema. At 20 years old, I went to do tooth cleaning. Everything went perfectly well. I went home, and at night I started a big mouth bleeding. I had to go to the hospital because the bleed wouldn't stop. I was attended there. They treated me. They sent me home. But then the second night, it happened all over again, and I had to go to hospital again. I couldn't stop the bleeding. I was, I don't know, maybe 4 hours bleeding from my mouth. I went to the hospital with a towel on the mouth. Ja, jag hade haft väldigt mycket blödningsbesvär innan. Någonting var det som inte stämde, men ingen tog det på allvar. Jag jobbade med mamma som sjuksköterska på en barnklinik och övertalade sin kollega, helt enkelt en läkare där, att utreda mig. Och sen tog det tills jag var 9 innan jag fick en diagnos. Ja, för det tog ju väldigt lång tid innan jag fick en diagnos, trots att de äntligen fick en läkare som överhuvudtaget ville befatta sig med att ta reda på vad orsaken var. Så det var en ganska lång resa, både mina föräldrar och för mig. I was diagnosed as having a bleeding disorder around 20 years old. Before that, I had no conscience of it.
and I lived a perfectly normal life. Moja životna priča počinje sa dijagnozom moga sina. Sa dobijanjem dijagnoze moga sina hemofilije sam saznala da mogu biti potencijalni prenosioci ili nosioc gena za hemofiliju. Problem sam saznala sa 6 meseci kako je moj mali rastao. Prvo krvarenje, zaustavljanje krvarenja nije bilo kako treba i dijagnosticirano je da on ima hemofiliju A, a samim tim i da sam ja nosioc gena za hemofiliju. These women are often diagnosed much later than men with bleeding disorders. Many women with bleeding disorders live with a bleeding disorder for many, many years before being diagnosed. Women have significant bleeding points with menorrhagia, with childbirth. So you can have a situation where a woman might have menorrhagia, kind of very heavy periods, month after month, kind of an undiagnosed bleeding disorder, may not realize that she has a bleeding disorder because her periods, she'll check with her sisters and her mother, and their periods might have been similarly heavy. So they all have an undiagnosed bleeding disorder in that family. That's not that uncommon. Sestra mi je rekla, koja mi je davala rezultate, da bolujem od jedne krvne bolesti koja se ne leči. I meni su se noge odsekle. Kad mi je sestra rekla, ja sam znala samo za leukemiju. Kad su me doktorke lepo objasnile o čemu se radi i kako ću da živim, drugačije je bilo i lakše. Until a few years ago, I didn't really care about my condition because I felt like it didn't limited me in any of my activities, and I kept on living a very unworried life. Jag tror att det är väldigt mycket okunskap. Jag fick ju själv min diagnos när jag var 9 år och jag hade haft ganska mycket blödningsproblem innan. Både vid operationer men olyckor och sådär, och man hade ju konstaterat att jag blödde onormalt mycket. Men sen, för tjejer kan ju inte vara blödarsjuka, och det är så många fortfarande tror att det är även inom vården. I didn't have enough information about my condition and the consequences of potential injuries, so I lived a very easy life. After surgery or after injury or in your periods or, for example, after delivery. So those are risky times in your life when you can experience bleeding problems, and it's a under-recognized problem. I got married and I thought of having kids. I became more aware of my condition and the possible implications that my condition could have. I found out that I could be a mother of a hemophilic. I didn't knew what hemophilia was, and it didn't really scare me too much because I thought, should he be just like me? No big deal. My first son is an hemophilic, and as they told me, the doctors told me he was an hemophilic, I started not dealing so good with the situation. I started feeling guilty. Društvo u principu nas ne prepoznaje kao kategoriju. Mi nemamo svoju šifru bolesti, nemamo svoj broj. Vrlo često imamo primere u Evropi, u zemljama sa vrlo visokim nivom tretmana hemofilije, da žena i dete, žena nosioc i dete imaju iste faktore koagulacije. Dete bude tretirano u hemofilija treatment centru, a žena u običnoj bolnici. Nju kao ženu nosioca ne primaju u hemofilija treatment centar, gde je potpuno isti nivo faktora koagulacije. Znači ima puno problema svugde i mi smo tek krenuli, da kažem. Ta priča je tek sad pokrenuta malo. Treba nam malo vremena i ja kažem za jedno 2-3 godine
da se okrenemo i da idemo gde smo bili, a gde smo sad. Carriers of hemophilia, maybe 1 in 5,000 or something. But you have more common bleeding disorders, like von Willebrand disease, and 1 in 100 people have low levels of von Willebrand factor. Not everyone with low levels also has bleeding symptoms, but a large proportion of people do, or at least have an increased risk for bleeding. And this bleeding disorder affects women as often as men. But women have more problems with these bleeding disorders because of their monthly menstruation and risk of bleeding during pregnancy and delivery. If you have a bleeding disorder, menstruations are much more heavier and prolonged. So maybe you need to change your pads every hour and bleed into your clots at night. Have problems leaving the toilet because of the bleeding, and it is often also prolonged, so maybe 7 days a month or longer. This is an issue that you don't talk about with your girlfriends. Yeah, we talk about boys, we talk about music and parties. It's also a time of your life when you're quite vulnerable, but you want to be the same as your peers, and if you have very heavy menstrual bleeding, it's not something that girls talk about among each other, so you can feel really lonely if you have a bleeding disorder and start to menstruate and it's very heavy. When I started having my period, things changed. It was not a nice period for me. I was bleeding a lot. To treat this heavy menstruation, maybe you have to start taking birth control pills to control it, and that's something if you're 13 and you have to start already with these type of medication, hormone treatments. My parents brought me to the hospital. They found out that I had lost too much blood, and from that moment they gave me the contraceptive pill, I got a blood transfusion, and they really start to stop the bleeding. From that moment I was 12 years old, so I was young, and I was really a girl. Get a lot of hormones. I react not that good on it. So all the emotions in your body, with the hormones changing in your body, changing, like you want to be independent, you want to be normal just as everybody. But I didn't know how to handle all the emotions. I was very emotional, but I always also had, like I used the contraceptive pill, in the morning I had morning sickness, like a pregnant woman. Because my body was not, actually it doesn't fit there. All these things together, with also having the heavy blood loss, was difficult. For 4 years it was a big struggle. Even the doctors didn't know how to handle that. There was not enough information. And there's also, in my case, a lot of damage inside of my belly because of the bleedings. And for that reason, they stopped my period when I was 16, and I'm kind of in a menopause. I couldn't commit with my friends anymore because I had different things to think about. I couldn't go out with them because I was too tired. And it really makes me realize how it affects my life. Jag fick ju också p-piller som behandling för min mens när jag var 14. Och det räckte ju inte med att äta ett p-piller om dagen, för då blödde jag ju i alla fall, så fick jag äta 2 p-piller om dagen och så åt jag 3 kartor i rad, så jag hade mens 4 gånger per år. Men man blir ju ganska mycket påverkad av de här hormonerna så att man mådde ju inte jättebra. Så att någon gång i 20-årsåldern så fick jag fram att jag skulle sluta och testa och se hur det kändes att vara utan. Och så förde jag protokoll också under den här tiden hur mycket jag hade blött. Och av 365 dagar så blödde jag 256. Mer eller mindre, men 256 dagar på ett år blödde jag. Och det är rätt mycket. En normal mens är ungefär 80 dagar per år. Så man blir ju rätt trött och livet påverkas rätt mycket av det. Por vezes
condiciona-me um bocadinho e penso, e o olhar das pessoas na rua magoa, sim. Outras vezes não, também depende, lá está, do nosso estado psicológico. Mas tentamos ignorar e continuar a rua com a cabeça erguida. For me, it's every day there. I see my bruises every day. Bruising occurs especially in primary hemostasis defects such as von Willebrand disease and platelet defects. They occur often and spontaneously. They are not nice. They are painful. People see it, especially during the summer. Of course, that's not very beautiful. Não é usual uma pessoa, especialmente uma mulher, estar na rua com hematomas, ou porque foi acidente, ou porque sofre violência doméstica. That's psychological, can have large impacts. They ask me, oh, what did your boyfriend do to you? Have you been hit? That's not really nice. Sou casada, tenho um marido, respeita-me e isso não tem nada a ver. Mas as pessoas indicam logo isso, já saí com ele e olham para ele e olham para mim. If a woman suspects that she has a bleeding disorder, usually the first port of call is to their general practitioner or their general doctor. You would hope that the doctor will refer them to a treatment centre for haemophilia and bleeding disorders, because the correct place to get a proper and adequate diagnosis is a haemophilia treatment centre. They're often not seen in proper haemophilia centres. We have poor data relating to women with bleeding disorders, and the treatment options are quite limited. Svako produženo krvarenje je po meni znak da lekari trebaju da odreaguju. Sad, koliko su naši lekari spremni da se bave nama, to je pitanje. The general practitioners don't know enough about bleeding disorders in women. Iskustva s lekarima imam razna. Imam lepih, imam ružnih, sve zavisi. O kojima da pričam? Lepim i ružnim, svim. Primali transfuzije, infuzije, plazme, krioprecipitate. I bilo je strašno. A neki lekari nisu čuli za tu bolest, pa im onda ja održim predavanje. Neki lekari otaljaju posao, neki su stvarno požrtvovani. Dolazili smo u situaciju da nema davaoca krvi, da nema krija i krenemo kući da se vratimo. Doktorka zove, nabavila je davaoce krvi i spremi nam kriju. To jeste Svetlana sa transfuzije radila za sve nas. Foi aos 21 anos, portanto, na altura não se conhecia, a doença ainda era muito desconhecida. Fomos o primeiro caso ali a aparecer no hospital, não havia conhecimento, os tratamentos, era tudo um início, era tudo uma construção e Os tratamentos também eram muito demorados e depois associavam-nos muito aos hemofílicos. Tanto que muitas vezes quando recorríamos a algum médico de especialidade e lhe dizíamos que tínhamos a doença de von Willebrand, eles perguntavam, tens o quê? E então dizia, é tipo uma hemofilia. Pronto, era o nosso recurso para os acalmar e tentarem relacionar com uma doença de sangue. O tratamento que fazes é eficaz? Não muito, com a idade deixa de fazer efeito. E com tantas vezes tomar plaquetas deixa de fazer efeito no corpo. E estamos vulneráveis a cirurgias ou um acidente, por exemplo. Se eu tomo tantas vezes, quando for uma situação mais grave, é claro que deixam de fazer efeito e o processamento demora sempre mais tempo. Daí tentam evitar, só controlar a anemia e continuar assim. Neste momento estás com anemia? Sim. Estás com anemia há quanto tempo? Há um mês. Estás a fazer medicação específica?
Inicialmente fiz ferro endovenoso, mas entretanto a anemia ficou boa, mas com hemorragias que eu tenho tido já desceram novamente. Não é necessário, não estou nos parâmetros que é realmente necessário fazer tratamento, mas também, como não é necessário, está a 10, não é necessário fazer o tratamento. Controlo com alimentação e com o ferro. É comum estares em estado de anemia, não foi só agora? Não, é comum. Eu vivo com anemia. Eu com anemia A7 eu consigo andar e estou bem. Comparando com uma pessoa saudável, se tiveres com anemia A7 a pessoa já não consegue andar nem abrir os olhos. Eu consigo, porque sempre fui habituada, o meu corpo está habituado a ter anemia. Eu vou ver. I think some of the existing treatments at the moment are clearly not being applied properly to women with bleeding disorders. For a start, women with factor VIII deficiency who are carriers of haemophilia, why should they not get DDAVP, which I think is widely underutilized, or for that matter, factor VIII? We heard from a lady today saying that she receives fresh frozen plasma, which is, in my view, unforgivable at this time. Kod žena nosioca sa smanjenim faktorima koagulacije, one se tretiraju na isti način kao i pacijenti sa blagim oblikom hemofilije. Vrlo često, znači pokazalo se da pacijenti sa blagim oblikom hemofilije, pa zato što nemaju ta neka strašno velika krvarenja, apsolutno zanemaruju ta blaga krvarenja. Međutim, blaga krvarenja podjednako donose oštećenja zglobova kao i neka velika krvarenja. Znači, zanemarena krvarenja, sitna krvarenja u zglobovima takođe dovode do neke vrste validiteta u starijim godinama. Znači, te žene imaju vrlo često problema sa produženim menstruacijama, da ti ne možeš iz kuće da izađeš tih 10 dana, jer je problem, apsolutno problem je živeti. Kako ću tići na poslu, koliko puta moraš tići do toaleta na poslu, osjećaš se neprijatno, onako nije kako... A sve to može se reši sa sprejem za nos, sa najbanalnijim tretmanom, znači ništa veliko, ništa skupo, ništa strašno nepoznato, poznato je sve. Samo te žene treba da budu svesne, da imaju krvarenja i da može da im se pomogne. I da ne moraju tako da žive, da mogu bolje da žive. Man har ju sett också, vi har frågat personal på ungdomsmottagningen om de har träffat någon gång någon tjejer som har någon blödningssjukdom. Nej, säger de flesta. Men studier visar att 25% av de som söker sig till ungdomsmottagningar med riklig demens har en underliggande blödningsrubbning. Och då kan man ju inte som vårdpersonal bara ge dem symptomlindring och skicka hem dem. Då måste man ju ha ett ansvar, tycker jag, att utreda mer. I think there are a number of treatments which are underutilized, and I think it's because they're simply not promoted. For carriers of haemophilia and women with von Willebrand's disease, DDAVP, desmopressin, I think is useful in many cases, but it's not widely promoted. Tranexamic acid is also a very useful agent which can control heavy menstrual bleeding in women with bleeding disorders, and I think it's not used as widely as it should be. There are tablets that can help your clotting factor system to be more efficient, and that's tranexamic acid. That's quite cheap, but you have to take a lot of tablets a day. But this works by inhibiting the breakdown of your blood clots. So that's helpful in heavy menstrual bleeding. Many of the novel therapies that are available at the moment undoubtedly, I think, could be applied to women with bleeding disorders in the future, and indeed men as well with some of the rare bleeding disorders. Because what's interesting about many of the novel therapies that are coming along is that they're not just specific for one particular disorder. So in severe haemophilia A, we give factor VIII, for instance. But now we've got such products as inhibitors of tissue factor pathway inhibitor, TFPI, for instance, fitusiran, which is something that down-regulates the synthesis of antithrombin. These basically are, if you like, substances which promote or tilt the balance in the body towards thrombosis, and undoubtedly they could be, in my view, applied to women with bleeding disorders as well. But it certainly is the case that at the moment the clinical trials are focusing exclusively on
on male patients with severe forms of haemophilia. I would hope in the future that clinical trials of these non-replacement therapies could then be applied to women and men, actually, with the rarer bleeding disorders. I think we will have, for the first time, therapies which work across the board. So that's one part. You can treat the clotting problem and help the clotting system to be more efficient. And the other part is to treat the heavy menstruation by hormone treatment in the first place. And you have, you can start with the normal birth control pills or with the intrauterine devices that give some hormones and make the menstrual periods less heavy. However, these treatments will prevent getting pregnant. So when you start to treat a woman with heavy menstrual bleeding, the first question should be, do you want to get pregnant at this moment? And do you have a wish to get pregnant in the future? A gravidez para mim sempre me deu um bocadinho de medo e criou sempre muita ansiedade. Já desde os meus 17, 18 anos, desde que se começa a falar, as hormonas começam a gritar mais alto, já com as menstruações eu sentia que não era igual às minhas amigas, não é? Passava por períodos muito longos e às vezes quando não eram longos eram intensos, havia um fluxo muito intenso. Pronto, eu sentia que poderia ter alguns problemas depois na altura da gravidez. E para os não ter, eu achava que não devia ter filhos, porque podia mesmo perder a minha vida, então fixei mesmo que não iria ter filhos. Entretanto, tinha uma equipa médica, conforme fui crescendo, por volta dos 20 anos, 18 anos, 20, quando comecei a namorar, eu achava que o meu namorado tinha que se mentalizar que eu não ia ter filhos. E pronto, e o meu namorado, que é o meu atual marido, desdramatizou, disse para não estar a pensar nisso agora, porque a ciência mudava e tinha que acreditar que com a evolução tinha que me sentir mais segura, confiar nos medicamentos, confiar nas equipas médicas. Ele era muito positivo. E a médica que me acompanhava no hospital também era, pronto. E disse-me, se quando tu quiseres ter um filho, Joana, não te preocupes, está aqui uma equipa para te apoiar. Essa frase para mim foi a coisa mais importante que eu ouvi. Because of the many bleeds inside of my belly, I'm not sure if I can have kids. And that's a major issue for me because I really want to have them. So everything is under control right now, but if I want to have children, I need to stop with the medication. I need to start have a period again, and then we have the same program again. And I don't know how to manage that. I'm quite sure my doctors don't know that as well. I've pointed out a couple of times and they really said to me, Evelyn, you really need to think about if you want to do that because it's gonna have big impact. I know that I'm not gonna have children on a natural way because of the damage of the bleedings. So it became more a mental issue for me, but also there I really have in mind that I want to try. I really want to give it a try when I have the right man in my life. I didn't find him yet, but that's a motivation for me. And yeah, maybe it's not gonna happen. So it changed. I feel better. I can have a normal life, but mentally it's not easy. Det är ju så att i Sverige så är det ungefär 1000 tjejer som har en diagnos och mörkertal på ungefär 50 000 kvinnor. Så att det är enormt många som finns där ute som inte har fått den hjälp de behöver. Within my NMO and now within the EHC, I've been working with the women's group, the women's committee,
And we're trying to raise awareness about this issue for women with bleeding disorders, to make people aware that it exists, it's a reality, and it affects women's lives. Vårt arbete nu på sista åren har bestått mestadels i att försöka informera vården. Då har vi varit ute på olika mässor där vi träffar vårdpersonal. Vi har tagit fram informationsmaterial som vi försökt dela ut och skicka ut. Vi har försökt komma in på ungdomsmottagningar och få träffa personalen där och ha föreläsningar kanske hos dem. Olika typer av träffar som vården anordnar försöker vi komma in på för att komma åt. Liksom. Jag tror att det är det enda som är nyckeln till att nå de här 50 000. Sen måste vi naturligtvis ta hand om de här 50 000 när de har fått en diagnos, för att det är ju väldigt många som känner om de får en diagnos i vuxen ålder. Visserligen kan det vara en lättnad, men det är också kanske en liten chock. Om man kan behöva träffa andra. Jag har ju träffat kvinnor som har fått en diagnos som tror att livet är slut. Och så är det naturligtvis inte. Vi måste ju kunna visa på att man kan leva ett väldigt bra liv ändå. Och med rätt, har man fått en diagnos så finns det ju behandlingar och mediciner man kan få. Och då är det ju lättare också att leva med. Uvek postoji udruženje. Niko ne može ženu u krvnim bolestima da razume bolje nego druga žena. I realized it was not just me. There are other women with this kind of troubles. Zato je bitno da se obrate udruženju. Zato je bitno da u udruženju imaju neku ženu koju mogu da se obrate. Zato je Evropski konzorcijum sad i osnovao komitet za žene. Osnivanje ženske grupe pri udruženju meni puno znači, jer je to mesto gde možemo naći informacije i razmeniti iskustvo. Da bi u mnogim zemljama žene su apsolutno neprepoznatljive i mnoge zemlje i ne znaju koji broj žena nosioca imaju. Znaju, naučno, statistika stoji, ali gde su? Nema ih na spisku. För mig har det varit ganska viktigt. Jag tror att de allra flesta människor söker sammanhang där de passar in, eller där de får ett sammanhang där de träffar andra som är i liknande situationer. Så jag tror att det är nyttigt för alla människor. Så för mig har det varit jättevärdefullt. I really was searching for people with the same story. Och att man på något sätt blir starkare när man är tillsammans, och då kan man ju göra mer också för sin egen del och för andra. Även om vi har det bra i Sverige så får man ju inte glömma sina systrar liksom i övriga delar av världen heller. Så tillsammans tror jag vi kan göra väldigt mycket, så för mig har det varit väldigt betydande att få träffa andra i samma situation. Znači dobijemo lakše informacije, dobijemo prave, razmenjujemo iskustva, tako da nađemo se jedna za drugu. Znači, bukvalno je bitno da žena može da ima gde da se obrati i koma, da pita, najbanalniju stvar. Lično, nešto u vezi udruženja, bilo čega. Znači, mi smo tu za sve žene širom Evrope, za sva pitanja koja postoje. I da pokušamo i u njihovim zemljama da promenimo svest. A minha calma muito recorrer à associação há uns anos atrás, partilhar os meus problemas, ouvir os problemas, sentir-me que não estou sozinha, sentir que afinal até há maneiras de se ultrapassar os problemas de uma maneira mais calma, com recurso a medicamentos que às vezes nós não conhecemos e desconhecemos, e depois saber também que esses problemas foram resolvidos com sucesso. De conhecimento, de acalmar, de partilhar o que já existe, mas acima de tudo o facto de ser uma doença que já é conhecida, que quando nós nascemos não era conhecida, não havia tratamento assim tão específico. Agora já há tratamento mais específico, claro que eu espero que haja mais, que evolua, tal como tem evoluído para a hemofilia, e cada vez no Von sei que a evolução e o investimento é menor, mas o que já existe, para mim, já é bom, porque há tantas doenças que não se conhecem, não é? Há tantas doenças que surgem, que os pais não sabem e que estão a começar,
esta aqui já há uma solução, já há um tratamento, a pessoa pode ter uma vida normal, a pessoa não tem que, sabe... Claro, é sempre ali uma situação que se vai ter que lidar e aprender a lidar, mas vai ser mais fácil aprender porque há muita ajuda e há muitas pessoas aqui para também ajudar e acho que isso é importante. Com os comitês, o Comitê em Portugal das Mulheres e agora o Comitê Europeu também é uma mais-valia. Para nós ficamos tranquilos e é uma ajuda muito importante. The fact that the doctors still don't know how to approach it and that they didn't give me the things that I need, that motivates me. I think the awareness should increase among women and also among physicians, that they should think of a possibility of an underlying bleeding disorder in heavy menstrual bleeding. I don't want to have other women have the same search as I have. So that is my involvement. That is the reason why I'm fighting for this. We're making strong efforts at this point in time to correct that. We have a very active Women and Bleeding Disorders Committee. We carried out a Women and Bleeding Disorders survey last year, which got a phenomenal response, over 700 responses from individual women, in addition to responses from over 20 national member organisations and a large number of haemophilia treatment centres. Independentemente de ter as minhas em condição física, no fundo, estou limitada, consegui superar e a nível profissional também, tentar, não a nível pessoal, mas profissional também. Temos que tentar, não é? Nunca morrer na praia, como se costuma dizer. Juste avant les questions, il y a un certain nombre de questions qu'on va poser. Remercier Amanda Bock de l'EHC d'être parmi nous et nous dire un petit peu la genèse et pourquoi ils ont fait le film et comment il a pu recruter ces femmes que je trouve extrêmement courageuses d'avoir témoigné comme elles l'ont fait et quelle est la diffusion de ce film, au moins en Europe. Oui, merci. Le film, c'est vraiment le résultat du travail formidable des membres du premier comité des femmes de l'EHC, qui nous a vraiment aidé beaucoup à trouver les femmes aussi qui étaient prêtes à partager leurs histoires. Et comme vous avez pu voir, c'est des histoires parfois très difficiles. Souvent, elles étaient très vulnérables aussi à partager ces histoires. On a eu l'occasion de travailler avec un directeur, M. Goran Kapetanovic, qui, lui, est directeur cinéaste en tant que profession. On avait déjà travaillé avec lui pendant plusieurs années. Il a le grand don de mettre les gens à l'aise. Il a le grand don de laisser le temps à des gens à parler, à s'ouvrir et à se sentir dans un espace sécurisé. Dans sa présence, ça nous a énormément aidé aussi avec le film. Et finalement, pourquoi on l'a fait, vous savez très bien qu'on aurait dû faire le film il y a plusieurs années, c'est venu trop tard. Vu l'histoire, on a un parcours en hémophilie de plus de 60 ans. Donc c'était vraiment temps de faire un film comme ça et de relever ces histoires, les partager, les diffuser. Le film a été fait il y a 2 ans, 2 à 3 ans, et on a aussi commencé avec une conférence annuelle qui a déjà eu lieu ces dernières 2 années sur le sujet des femmes spécifiquement avec des maladies
de la coagulation et leur rôle au niveau des groupes de patients nationaux, mais aussi au niveau de partenariat avec tout ce qui est le décisionnel en santé publique. Comme vous voyez, il y a beaucoup de travail qu'on doit encore faire, qu'on a commencé à faire, mais ce n'est pas achevé, sur le diagnostic notamment, sur l'accès au traitement et à l'amélioration de soins et du soutien qu'on prête à ces femmes dans les divers pays européens, parce que le niveau est très différent d'un pays à l'autre et a toujours été pendant toutes ces dernières années. Donc, sur tous ces niveaux, on a beaucoup de travail encore à faire. Voilà, juste des petits messages. Je regarde Yannick qui va me dire s'il y a quelque chose que j'ai oublié à mentionner, mais des petits messages pour peut-être commencer la discussion. Ben, pas grand-chose, tu as dit l'essentiel, Amanda, mais je pense qu'effectivement, c'était l'importance de porter la voix de toutes ces femmes et qu'on les entende, qu'on les écoute, et tous ces témoignages font qu'il y a une prise de conscience par les femmes, à qui, comme on voit dans le chat, toutes ces phrases, tous ces mots disent beaucoup de choses, mais aussi l'importance que tout l'ensemble de la communauté des maladies hémorragiques rares soit informé de ça, parce que on a travaillé pendant longtemps pour les aidants les aidantes, les femmes aidant les hémophiles, les mamans, les compagnes, etc. Mais il y a aussi toutes ces femmes et qui sont entourées aussi d'hommes qui ont des parents, des compagnons, des pères, etc. Donc il est important que ce sujet devienne un peu, pas le combat, j'aime pas trop ce terme-là, mais qu'il soit pris à bras-le-corps par l'ensemble de la communauté des maladies hémorragiques. C'est-à-dire que la commission femmes de France, de l'AFH dont je suis membre, mais aussi la commission de l'EHC à laquelle je participe aussi, a vraiment ce rôle de diffusion, de sensibilisation à l'échelle entière de la communauté. C'est vraiment important. Voilà. Merci Yannick. Alors, on a pas mal de questions dans le chat. J'essaie de les réunir. Se pose déjà le problème du dépistage. Moi, ce que je comprends, il y a effectivement les femmes conductrices ou les sœurs d'hémophiles, c'est-à-dire le côté hémophilie, et puis les autres maladies comme le Willebrand ou les autres pathologies. Je voulais poser une certaine question. D'abord, quand dans vos centres, docteur Rosine Loiron, dans vos centres, vous avez un hémophile, est-ce que vous proposez aux mères, aux sœurs, de se faire dépister, qu'on puisse mesurer quel est leur taux de facteur, 8 ou 9 est-ce que ça se fait ou est-ce qu'on attend que les gens le demandent? Alors, non seulement on le fait, d'abord bonsoir à tous. C'est toujours très émouvant d'après avoir. C'est pas la première fois que je vois ce film et à chaque fois j'ai toujours la gorge qui se serre. Donc voilà. Mais c'est encore une fois bravo Amanda pour ce magnifique travail. Oui, et bien évidemment, lorsque l'on a un sujet masculin qui est atteint d'une forme d'hémophilie, qu'elle soit mineure, modérée ou sévère, une des premières choses qui est réalisée, c'est un arbre généalogique afin de pouvoir repérer quelles sont les personnes autour de cet enfant atteint ou cet adulte atteint ou cet adolescent atteint, quelles sont les femmes potentiellement conductrices et qui sont donc elles-mêmes à risque d'avoir elles aussi une maladie hémorragique. Donc, mettre en place un diagnostic précoce fait partie des outils absolument indispensables pour avoir un diagnostic précoce. Et c'est vrai que on a vu ces témoignages, on a vu combien les diagnostics étaient tardifs. C'est une chose de le dire et d'entendre ces histoires. Et c'est aussi une autre chose de le montrer sur des larges cohortes. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat sur quelle est la situation en France.
et combien de femmes souffrent de maladies hémorragiques en France et comment pourrait-on organiser le dépistage. Alors, dans le contexte de notre organisation de soins et de nos réseaux, et en particulier de la filière maladies hémorragiques, parmi les 3 centres de référence, donc l'hémophilie, la maladie de Willebrand et les pathologies plaquettaires, le fait de dépister des femmes qui auraient, ou des petites filles qui auraient des déficits de la coagulation, d'une protéine de la coagulation, devrait être implémenté dans les centres. Alors, si on prend le côté des conductrices, donc des filles dans les familles d'hémophilie, je crois que là, on a un vrai gros problème de diagnostic. Parce que, et ça c'est le résultat d'un travail qui a été réalisé au sein du registre France Coag, actuellement nous avons environ 500 femmes qui ont été incluses dans France Coag, avec des critères qui sont donc très particuliers. Ce ne sont pas uniquement des conductrices d'hémophilie, ce sont des femmes qui ont un taux de facteur qui correspond à la zone que l'on décrit chez les sujets masculins avec une hémophilie mineure, donc moins de 40% de facteur 8. Donc parmi ces 500 femmes issues de familles où il y a des personnes atteintes d'hémophilie, il y a à peu près une trentaine de femmes qui ont une forme sévère ou modérée, et les autres qui ont une forme mineure, donc entre 5% et 40% de taux de base de facteur 8 ou de facteur 9. Et ces personnes et ces femmes-là représentent une toute petite partie, très probablement, des femmes conductrices qui ont une maladie hémorragique. Et on pense qu'on est encore bien loin du compte pour dépister toutes ces femmes. Il avait pu être montré en fait que parmi les familles d'hémophilie, compte tenu des arbres et du nombre de conductrices potentielles dans les familles, et comme il a été dit dans le film, environ 1/3 des conductrices ont des taux abaissés de facteurs et 1/3 ont des expériences de saignement. On devrait avoir parmi les personnes atteintes d'hémophilie, hommes et femmes, environ 1/3 de femmes qui devraient avoir des taux inférieurs à 40% et donc prises en charge comme une hémophilie mineure. Et donc, ça n'est pas rare du tout, contrairement à ce qu'on disait autrefois. Effectivement, l'hémophilie sévère ou l'hémophilie modérée chez une femme, c'est très rare, mais une hémophilie féminine, on en trouve, quand on les cherche, on les trouve. Et donc, c'est vrai que maintenant, on essaye de dépister les petites filles qui sont à risque d'avoir une maladie hémorragique. On peut faire un dosage de facteur 8 ou de facteur 9 très tôt dans la vie, y compris même avant l'âge d'entrée à l'école, pour pouvoir savoir si oui ou non ces petites filles ont un taux abaissé de facteurs. Et donc, ça permet de mettre en place la prise en charge adaptée et en particulier d'anticiper les toutes premières règles. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup de confusion entre ce qu'on appelle se faire tester, qui correspond en fait à 2 choses différentes. Il y a le diagnostic de conductrice, donc est-ce que cette femme, cette fille, cette adolescente, elle est porteuse de la mutation et pourra potentiellement avoir des enfants atteints lorsqu'elle aura des enfants. Donc le diagnostic génétique du fait qu'elle est porteuse ou pas porteuse. Et si jamais elle est porteuse, 1/3 de ces conductrices auront un déficit en facteur 8 ou en facteur 9. Et donc ce dépistage du déficit en facteur 8 ou en facteur 9, c'est le diagnostic de la maladie hémorragique. Heureusement, 2/3 des conductrices n'ont pas de soucis hémorragiques, mais 1/3 en ont. Et ça, je pense qu'on pourrait très bien dissocier en fait ces 2 diagnostics. Le diagnostic génétique peut-être va concerner plutôt des adolescentes tout proche de l'âge adulte et avant d'avoir un choix de vie et de famille. Mais on peut très bien dépister sur le diagnostic de maladie hémorragique par un dosage de facteurs. On peut le faire très tôt dans la vie. Et puis le dernier point que je voulais dire, c'est que parfois, les dosages de facteurs, c'est une chose, mais ça n'est pas toujours complètement corrélé avec la sévérité de la présentation des symptômes. Et donc, on a maintenant des outils qui nous permettent, à travers de scores qui sont très bien standardisés, de vraiment bien repérer quelles sont les femmes qui ont
des maladies hémorragiques. Donc, c'est des scores cliniques hémorragiques, donc qui vont repérer les différents symptômes et les répertorier de façon standardisée pour pouvoir savoir à quel niveau on se trouve. Et c'est vrai que c'est très important non seulement de faire le diagnostic avec le taux de facteur, mais également de recueillir les scores cliniques hémorragiques, parce que ça aussi, ça devrait intervenir pour savoir qui a ou n'a pas une maladie hémorragique au sein de ces familles. J'ai trop parlé, je m'arrête là. Bon, merci, docteur. Il y a une autre question qui me vient à la suite de ce que vous avez dit. Pour l'hémophilie, on comprend bien, il y a des lignées, on peut très bien faire l'arbre généalogique, mais pour les autres, c'est beaucoup plus difficile, en particulier pour les pathologies plaquettaires. Alors, je vais peut-être poser la question au docteur Dominique Desprez. Comment et quels moyens a-t-on de repérer précisément ces patientes qui ont des déficits plaquettaires et comment est-ce qu'on les prend en charge? Bonsoir à tous. Donc, effectivement, ce que Rosine disait de dépister des femmes conductrices, c'est fondamental. C'est des fois un peu plus simple quand il s'agit d'hémophilie, parce qu'il y a une histoire familiale, mais quand il s'agit d'une anomalie de l'hémostase primaire, donc maladie de Willebrand ou anomalie des plaquettes, c'est vrai que des fois le dépistage, enfin, c'est beaucoup plus long, c'est plus difficile parce qu'il y a plusieurs niveaux de tests et ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas juste un dosage de facteur 8 ou de facteur 9. Donc, en clair, quand on suspecte une anomalie des plaquettes ou de maladie de Willebrand, il y a soit une histoire familiale, soit alors des signes cliniques qui évoquent plus une anomalie des plaquettes. Donc, c'est souvent un petit peu comme la maladie de Willebrand, des saignements de nez, de gencives, des grosses règles, plutôt ce qu'on appelle des saignements muqueux. Une fois qu'on est face à ce genre de signes cliniques, on va essayer en fait de faire le diagnostic au centre de traitement et de faire toute une hiérarchie de tests biologiques. Mais encore une fois, c'est souvent bien plus difficile de pointer du doigt une maladie des plaquettes. Je vous remercie, docteur. Alors, il y a pas mal de questions qui portent sur la prise en charge, c'est-à-dire le traitement. Alors, vous avez sans doute une majorité d'hommes qui regardent ce film et qui sont forcément bien moins informés. Quelle est normalement la prise en charge? Alors, j'imagine qu'elle varie en fonction du degré de gravité de la pathologie, mais quelle est la façon dont on prend en charge ces femmes qui saignent? Docteur Rosine Doiron. Alors, on a en fait 3 principaux outils qui nous permettent d'améliorer les symptômes qui sont les plus fréquents, à savoir les règles abondantes. Et il y en a un qui peut être introduit extrêmement précocement, y compris par des professionnels de santé comme des médecins généralistes ou des pédiatres, même avant d'avoir le diagnostic. Et c'est pour ça qu'un des objectifs de la nécessité d'augmenter la connaissance parmi des pédiatres ou parmi des gynécologues ou parmi des médecins généralistes, donc de première ligne, c'est déjà de repérer quelle est la normalité des règles abondantes, donc connaître des critères qui sont clairs pour pouvoir bien définir ce que sont des règles abondantes. Et dès que c'est diagnostiqué, et y compris sans avoir exactement quel type de maladie hémorragique est en cause, le fait de donner des antifibrinolytiques, c'est-à-dire l'hexacil, qui va permettre au caillot de rester en place plus longtemps, est en général extrêmement efficace sur les règles et sur tous les saignements muqueux d'une façon générale, mais en particulier sur les règles. Donc ça, c'est vraiment le premier outil et qui peut être mis en place très vite, c'est-à-dire que même s'il y a un petit délai entre le généraliste qui voit une jeune fille pour la première fois qui a des règles abondantes avant qu'il y ait un rendez-vous dans les quelques semaines qui suivent pour que les choses s'organisent, pour avoir un diagnostic extrêmement précis et spécialisé, dans cet intervalle-là, on peut déjà intervenir et diminuer l'abondance des règles. Or, trop souvent, on voit des jeunes filles arriver dans nos consultations alors qu'elles ont continué à avoir des saignements et qui ont été à l'origine parfois d'anémie sévère. Le deuxième pilier, c'est effectivement de pouvoir, avec des traitements hormonaux, diminuer l'épaisseur de la muqueuse utérine et on sait que ça peut contribuer à diminuer considérablement les règles. Et c'est vrai qu'en cas d'échec
des antifibrinolytiques, donc en cas d'échec de l'hexacyle, les traitements hormonaux sont la plupart du temps extrêmement efficaces. Et puis, il y a un troisième pilier qui est celui de corriger la production des caillots. Et donc ça, c'est en amont même de l'hexacyle. Et ça va être en revanche différent selon la maladie hémorragique. Autant le traitement hormonal, la pilule et les antifibrinolytiques, on peut les appliquer à une conductrice d'hémophilie à un taux bas de facteur 8 ou 9, à une maladie de Willebrand ou à une pathologie plaquettaire. En revanche, le troisième outil, il va être vraiment spécifique de la maladie hémorragique rare. Par exemple, du facteur 8 chez une conductrice qui aurait des taux très très bas, mais ça en fait c'est relativement rare. Ou alors de la desmopressine, ou du DDAVP, ou du Minirin, ou de l'Optimspray. Tout ça c'est donc des médicaments qui peuvent permettre d'augmenter les taux de facteur 8 ou de facteur Willebrand chez des conductrices d'hémophilia ou chez des femmes qui ont une maladie de Willebrand. Ou ça peut être pour des femmes qui ont un déficit, par exemple, en fibrinogène, d'apporter des concentrés de fibrinogène. Quelqu'un qui aurait un déficit sévère en facteur 7, d'apporter du facteur 7 activé recombinant, etc. Donc ça, c'est apporter vraiment l'élément qui est manquant et qui explique la maladie hémorragique. Et donc ces trois outils, on les utilise soit tout seuls, par exemple les antifibrinolytiques tout seuls, soit les traitements hormonaux tout seuls, soit le traitement uniquement du facteur 8 ou du facteur Willebrand ou du DDAVP tout seul. Mais on peut aussi jouer sur 2 ou 3 facteurs. Et donc, on essaye pour chaque personne de trouver quelle est la meilleure combinaison de traitements qui sera le mieux toléré pour cette personne-là, le mieux accepté, qui lui conviendra au mieux. Merci. Alors, il y a une question qui vient, mais je pense que vous y avez déjà répondu. Est-ce qu'il peut y avoir des traitements prophylactiques pour précisément ces femmes qui saignent? Ça, c'est posé certainement par un hémophile. Alors, je pense que pour les femmes qui sont conductrices d'hémophilie et qui sont en plus vraiment sur des taux extrêmement bas de facteur 8 ou de facteur 9, donc des hémophilies sévères ou des hémophilies modérées, la plupart de ces femmes, donc si on regarde les données que l'on a dans France Coag, donc il y a une trentaine de femmes qui, pour la plupart, sont déjà effectivement en traitement prophylactique. Donc, ils reçoivent des injections de facteur 8, non seulement pour leurs autres saignements, mais ça va aussi traiter leur saignement gynécologique. Pour les femmes qui ont un déficit mineur de la coagulation, les conductrices avec un déficit mineur, habituellement, les antifibrinolytiques, les traitements hormonaux, ou ponctuellement, simplement lors des règles ou les 2-3 premiers jours qui sont les plus abondants, on peut ajouter un traitement juste ponctuel, sans être obligé parfois de donner un traitement qui va durer tout le mois ou au long cours tout le temps. Ça peut être par exemple ciblé uniquement sur la période des règles. Alors, une autre question qui provient un peu du film et qui peut surprendre, mais on voit dans le film justement une jeune fille dire qu'elle a été sous hormones dès 9 ans. Est-ce que, docteur Desprez, est-ce que c'est aussi jeune? Parce que ça a l'air quand même assez handicapant. Bon, là, sincèrement, je trouve ça particulièrement jeune quand même pour mettre en place une hormonothérapie. Maintenant, à vrai dire, tout se discute, chaque cas est à part. Je veux dire, je n'ai pas moins d'expérience d'avoir mis une enfant si jeune pour des règles abondantes sous pilule. Maintenant, il est vrai que certaines petites Glanzmann, donc des petites gamines qui ont des anomalies de plaquettes majeures, peuvent avoir une contraception très tôt lors des ménages parce que finalement, on n'arrive pas ni avec l'hexacyle, ni avec la dithylone, ni avec des injections plus spécifiques de plaquettes ou de facteur 7. On n'arrive pas au bout de ces règles et que ça les handicape de trop dans leur vie quotidienne. Et ma foi, des fois, il vaut mieux les mettre en aménorrhée, c'est-à-dire arrêter les règles au prix d'une contraception qui est quand même des fois lourde aussi sur le plan physiologique à supporter, plutôt que d'être constamment en anémie. Et clairement, 9 ans, c'est quand même relativement jeune. C'est ce qui m'avait semblé en regardant ça, c'est un peu étonnant. Là, je voudrais poser peut-être une question à Amanda Bock ou à Nicole. Est-ce qu'on sait à peu près le nombre de femmes ou le pourcentage, si vous voulez, de femmes qui ne sont pas détectées précisément?
Ça doit être considérable. Peut-être dans les pays industrialisés, ça doit être, le dépistage est plus systématique et plus organisé, mais on a vu dans le film, on voit très bien à l'accent des gens qu'il y a des pays qui sont beaucoup moins industrialisés que nous. On parle même de passages de cryoprécipités, etc., qui sont des traitements très anciens. Donc, il doit y avoir un grand nombre de femmes, j'imagine, qui ne sont pas détectées. Absolument, on ne connaît pas le nombre de femmes justement parce qu'ils ne sont pas détectés, mais on a fait une enquête, l'enquête d'ailleurs qui a été mentionnée dans le film, qui nous a montré que un peu plus de la moitié de femmes cherchent un diagnostic à travers le service général. Et qu'on voit vraiment que le dépistage se fait mieux dans le centre d'expertise, dans le centre de l'hémophilie ou dans un hôpital. Mais plus d'une moitié de femmes ont commencé leur démarche de dépistage lors d'un service généraliste qui, d'ailleurs, mène beaucoup de temps à trouver le bon dépistage. On sait aussi que la maladie von Willebrand est beaucoup plus nombreuse, c'est-à-dire que même l'hémophilie, et où sont les femmes, on ne les trouve pas. Donc, c'est vraiment, je n'ai pas la réponse sur le chiffre. C'est peut-être un des médecins qui pourront mieux aider que moi, ou Yannick d'ailleurs, mais c'est absolument un travail qui doit se faire à l'échelle globale et à l'échelle européenne. Merci Amanda. Oui, tout à fait. Pardon. Le problème aussi, c'est qu'il faut vraiment, comme dans le petit clip d'ouverture, travailler sur les idées reçues qui font que pendant très longtemps, les femmes, les troubles hémorragiques des femmes étaient niés. Et la réponse était bah, c'est pas possible, ou bien des choses entendues dans des familles d'hémophiles ou des familles où il y a des troubles de la coagulation, et on dit oui, mais ta sœur, ta grand-mère, ta cousine a toujours saigné, donc c'est normal. Donc c'est vraiment travailler sur le normal au sein de ces familles et faire un dépistage de plus en plus. Il faut qu'on arrive à toucher ces femmes. Donc c'est vrai qu'avec Roselyne, on avait l'intention de faire des petites choses à diffuser auprès des patients. Nous aussi, on a fait un quiz diagnostic aussi. L'important, c'est de vraiment trouver comment, et je pense que le nombre de personnes qui sont présentes ce soir et les différentes, je dirais les hommes, les femmes, tout le monde, c'est vraiment d'arriver à faire passer ce message. C'est-à-dire que oui, les femmes saignent aussi, et c'est pas non, mais c'est comme ça, et puis on fait avec, quoi. Non, non. C'est la qualité de vie, la vie quotidienne est très, très impactée par ces saignements qui parfois vont jusqu'à avoir des conséquences sur la vie de ces femmes et même de ces filles, quoi. Par exemple, à l'arrivée des premières règles, s'il n'y a pas eu de travail en amont, c'est vraiment difficile. Peut-être Roselyne pourrait à ce moment-là nous parler de ce travail qui a été fait au niveau de France Coag, justement du retard de diagnostic, de la mise en avant du retard de diagnostic des filles et des femmes par rapport aux hommes à maladie hémorragique équivalente, c'est-à-dire pour l'hémophilie mineure. Oui, Yannick, merci. C'est vrai que c'est une chose que d'avoir eu des personnes dans nos consultations sur lequel on s'est rendu compte du parcours qui a été si long avant d'arriver à ce qu'on arrive à les voir. Et ces parcours de vie sont en général, tout comme l'expérience et les témoignages rapportés dans le film, souvent on voit les étapes qui ont été ratées à plusieurs reprises alors qu'il y a eu des opportunités de diagnostic, mais qui à chaque fois ont échappé pour différentes raisons. Et mettre en évidence ces barrières et ces freins, c'est à mon avis vraiment quelque chose de clé, parce que ça permet ensuite de mettre en place les solutions qui vont pouvoir lever ces freins. Donc c'est une chose que d'être confronté au fait de dire effectivement il y a des retards diagnostiques, non seulement sur le plan du diagnostic génétique, mais aussi sur le diagnostic de la maladie hémorragique, en particulier chez les conductrices. C'est une autre chose que de dire, eh bien, c'est combien de temps et à quoi ça correspond,
Et donc, quelles sont les données que l'on a au niveau d'un pays et au niveau de ce qu'on a comme outil pour pouvoir le montrer, et à savoir France Coag. Et donc ce travail a été mené donc l'année dernière au sein de France Coag. Parmi les 500 femmes qui ont été incluses, on a donc pris uniquement les femmes qui avaient une hémophilie mineure, donc la majorité d'entre elles. Je vous avais dit, il y en avait qu'une trentaine seulement qui avaient une hémophilie sévère ou modérée. Et on a regardé l'âge auquel le diagnostic avait été porté pour leur hémophilie mineure. Et on a comparé avec la population masculine, avec un système qui nous permet de faire ce type de calcul au plan statistique et qu'on appelle un appariement, c'est-à-dire qu'on prend des personnes qui ont les mêmes taux de facteurs, la même année de naissance, la même année d'inclusion dans notre registre France Coag, donc essayer de minimiser les biais en fait, de calcul et sur le plan statistique. Et le résultat est que les hommes atteints d'hémophilie mineure ont été diagnostiqués en médiane, c'est-à-dire 50% d'entre eux ont été diagnostiqués donc à l'âge de 11 ans, un petit peu moins de 11 ans, et les femmes, 17 ans. Ça veut dire qu'il y a un décalage de 6 années entre les hommes et les femmes à taux de facteur équivalent, à période calendaire équivalente, c'est-à-dire même s'il y a une évolution des pratiques qui fait que maintenant on les reconnaît de mieux en mieux et de plus en plus tôt. Donc en appariant sur tous ces paramètres, il n'en reste pas moins que les femmes sont diagnostiquées 6 années plus tard. Et pourquoi c'est important de pouvoir mettre en place ces dépistages plus précocement? C'est qu'en France, l'âge des premières règles est de 12,8 ans, c'est-à-dire presque 13 ans. Donc, si vous voyez la différence entre avoir ces règles à 13 ans et n'être diagnostiqué qu'à 17 ans, ça veut dire que pendant 4 ans, vous allez tous les mois avoir 7 jours, voire plus, de saignements qui vont impacter de façon considérable votre vie quotidienne. Et vous multipliez ça, donc imaginons 7 jours multiplié par 12 mois, multiplié par 4 ans, et ça vous donne un impact sur la qualité de vie qui est totalement pas compris, y compris par nous, et sur lequel on a vraiment besoin de se réveiller et de dire « Ah oui, quand même, c'est ça la vie de ces femmes ». Et donc, je pense qu'un des messages clés pour les professionnels de santé de première ligne, c'est vraiment de prendre en compte l'impact absolument énorme et majeur que ces règles abondantes peuvent avoir sur ces jeunes filles. Et donc de mettre en place toutes les stratégies pour essayer d'avancer tout ça. Alors, là, je peux intervenir. Vous nous avez dit tout à l'heure, parler des 500 femmes qui sont incluses dans France Coag. Je crois qu'il y a à peu près 2500 hémophiles. Donc là, il y a un gap quand même entre les 500 et les 2500. Il devrait y avoir, mais enfin j'imagine que c'est le début, il devrait y avoir un nombre de femmes beaucoup plus important. Alors, il y a à peu près 12 000 personnes actuellement atteintes d'une maladie hémorragique rare qui sont incluses dans France Coag. Et si on prend uniquement les personnes atteintes d'hémophilie, ces 500 femmes ne représentent qu'un peu plus que 5%. Voilà. Donc, on est loin du compte des 30% attendus. Donc, ça laisse un peu l'image du chemin qu'il reste à faire. J'ajoute néanmoins qu'il s'agit des femmes incluses. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas diagnostiquées et suivies dans leur centre, parce qu'il y a sûrement des femmes pour lesquelles la mise en évidence de la maladie hémorragique a été faite et pour des raisons de ressources dans les centres, il n'y a pas eu la possibilité déjà de les inclure parce que ça demande beaucoup de travail, etc. Donc, mais tout de même, ça donne une image. Et quand on regarde au niveau mondial dans d'autres registres, que ce soit des registres nationaux ou internationaux, on a des chiffres qui vont de 1% jusqu'à 12% pour les pays les plus avancés dans le diagnostic de ces femmes. Et c'est principalement dans des pays anglo-saxons, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, où on voit ces chiffres les plus élevés aux alentours de 12%. Et dans tous ces pays, il y a toujours eu à l'origine des développements de campagnes de sensibilisation qui ont été instaurées en amont et qui ont donc contribué probablement à ces améliorations. Et c'est vrai que le travail qui est réalisé avec la Commission Femmes, avec Maryse Dien, avec Yannick Collet et l'ensemble de la Commission Femmes commence aussi à faire ses effets parce que quand on voit l'évolution
du nombre de femmes incluses dans France Coag. On multiplie par 4 maintenant par rapport aux chiffres qu'on avait au début. Et je suis convaincue que le bâton de pèlerin qui est mené en région sur des journées de sensibilisation un peu partout en France commence quand même aussi à bouger et à porter ses fruits. Donc il faut continuer, mais c'est un vrai travail conjoint. Alors, il y a beaucoup de questions. Évidemment, on va pas prendre, on ne fait pas ici des prescriptions. Il y a beaucoup de questions sur l'hexacil. Est-ce qu'on peut prendre l'hexacil à long cours sans problème? Alors, en fait, l'hexacil se prend déjà en fonction du poids. On a l'habitude de dire qu'en dessous de 50 kg, il vaut mieux prendre de l'hexacil ou du Spotov, qui est générique en forme de 500 mg, et qu'au-dessus de 50-60 kg, on prend par dose unitaire plutôt 1 gramme. Alors, je dirais que l'hexacil, on ne le prend pas en continu tout au long du cycle, évidemment, mais si on se cantonne à faire 3, 4, 5 jours pendant les règles, ce n'est pas dangereux en soi. Il y a eu plusieurs questions dans le chat à ce sujet. Je pense qu'il faut déjà surtout bien le prendre et prendre la quantité nécessaire en début de cycle. Et très souvent, les gens en fait qui consultent, j'en ai eu encore ce matin, qui disent ben voilà, ils prennent un comprimé d'hexacil, ça ne passe pas, docteur, est-ce que c'est normal? Je pense que il vaut déjà mieux prendre un traitement complet, c'est-à-dire 3 fois 500 grammes en dessous de 50 kg et 3 fois 1 gramme, même si ça dure un petit peu dans le temps, c'est toujours mieux que de ne pas prendre un traitement suffisamment dosé. Est-ce qu'il y a une autre question concernant la prise en charge, le traitement prophylactique, on l'a vu. Je ne vois pas tellement… Monsieur Henry, excusez-moi, on parle pas mal également de l'Octime en ce moment, qui est donc la desmopressine. La question, puisqu'on me signale que l'Octime est en rupture de stock. Voilà. Donc, ça fait à peu près depuis fin juillet qu'il n'y a plus d'Octime. Alors, l'Octime est prescrit aux femmes conductrices, à certaines femmes conductrices, certaines femmes bilbrantes et certaines femmes qui ont des thrombopathies, donc des anomalies de plaquettes. C'est vraiment un excellent traitement pour, je dirais, pour les femmes atteintes de maladies hémorragiques. Donc, c'est sûr que c'était une douche froide fin juillet quand on nous a annoncé qu'on ne pouvait plus le prescrire. Il y a en fait un équivalent d'Octime qui arrive sur le marché, c'est l'Octostime, c'est de la desmopressine, c'est tout à fait l'équivalent d'Octime en sous-cutané. Là, je veux dire, c'est prescriptible dans vos centres aussi. Ça nécessite évidemment une séance d'éducation thérapeutique comme c'est des injections sous-cutanées, mais l'effet est le même que l'Octime dans le nez. Bien entendu, c'est moins pratique parce que c'est des injections sous-cutanées par rapport à un spray nasal. Et est-ce qu'on a une idée de la fin de ce problème? Ben, je ne sais pas vraiment, mais dernière nouvelle, ça durera encore facilement en 2021. Et surtout, c'est mondial. C'est mondial. D'accord. Bon. Écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas de ces précisions. On me dit que l'heure est passée. Je crois qu'on peut remercier la commission femmes, Annie Coll et Maryse Diem, d'avoir travaillé à cette session. Je remercie le docteur Doiron et le docteur Desperez qui ont été là pour répondre à nos questions, ainsi que Amanda Bock. Je crois que cette question des femmes, on en parlait depuis longtemps, ça reste toujours un problème. Elles sont sous-diagnostiquées. Alors, pas forcément en France où on fait des efforts importants ou dans les pays industrialisés, mais dans beaucoup de pays, même en Europe, elles sont très sous-diagnostiquées. C'est un vrai problème. Là, franchement, je pense que ce que fait le HC est fondamental et très important. Donc, je crois qu'il faut continuer à se mobiliser. Et je vous remercie en tout cas pour votre mobilisation et votre participation à cette session. J'espère ne pas avoir été trop maladroit parce que c'est un sujet que je connaissais mal. Merci. Je peux me permettre une petite… Merci. Donc, de nombreuses questions sont sans doute en suspens. D'autres questions peuvent vous venir après. Alors, j'ai mis l'email de la commission en commentaire. N'hésitez pas à nous contacter
Vous pouvez le retrouver de toute façon sur le site de l'AFH, rubrique Commission Femmes. Et nous allons avoir une réunion début janvier et nous réfléchissons à la possibilité de rester en contact et d'aller au-devant de vous malgré la pandémie. Donc, on voit que le virtuel a une richesse parce qu'elle permet de toucher tout le monde partout. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous, nous envoyer des questionnements, des sujets que vous aimeriez traiter et on va réfléchir assez rapidement à ce qu'on pourrait vous proposer, que ce soit des groupes d'échange, des informations et autre chose. Donc, merci d'avoir été là. C'est une grande satisfaction, la présence nombreuse et mixte. C'est que aussi notre discours avance. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on le dit dans les films, parler à d'autres femmes de ces soucis de femmes, c'est bien aussi à certains moments, mais les partager avec tous les membres de la communauté des maladies hémorragiques, excusez-moi, je suis un peu émue, c'est vraiment important. Et je tiens à rajouter aussi que cette énorme avancée qu'on a fait depuis quelques années est aussi grâce à ce partage qu'on a fait avec Roselyne Doiron et aussi maintenant avec Dominique Després et aussi avec d'autres hématologues qui font qu'on a, en ayant ce partage du côté médical mais aussi du côté associatif, fait qu'on avance et les choses bougent. Merci à tous. Merci et bonne soirée. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.